Bonjour à tous. Dimanche politique, merci d'être avec nous depuis 10 heures pour cette randonnée la politique qui nous permet à la fois d'avoir des positions des personnes extérieures comme celle que vous avez déjà suivie à 10 heures et puis notre consultant politique qui est déjà installé, Agapit Napoléon Mafurikan. Bonjour. Bonjour Latif. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bon dimanche à tous. Et à toutes. Et à tous, bien évidemment, matin et soir, en semaine comme en week-end, vous êtes avec nous pour aider à suivre, on va dire, l'évolution de l'actualité, mais surtout pour comprendre certaines positions, certains postulats. Aujourd'hui, nous allons encore revenir sur ce sujet-là, sur lequel vous êtes depuis un bon moment. Covid-19, la gestion du Bénin. Depuis une semaine, heureusement, en tout cas au Bénin, pas de cas. Une question, alors, est-ce que la prime d'une bonne gestion, la prime d'une anticipation? Oui, on a déjà beaucoup évoqué l'anticipation, la bonne gestion, la bonne organisation, les équipes sur le terrain, un ministre de la Santé au four au moulin, sans sommeil, un chef de l'État qui pilote depuis le palais, sa résidence, une équipe pilote qui est en place, des équipes opérationnelles qui fonctionnent, un cordon sanitaire qui marche, qui s'est élargi à 4 communes en plus, une veille donc globalement efficace et qui permet, comme ça a été le cas dans la Takora et puis tout récemment dans le Zou, de gérer certaines situations rapides et de trouver des solutions. L'État qui s'équipe, se remet à la production de chloroquine. Et sur d'autres des capacités d'intervention meilleures comme les kits de diagnostic rapide sanguin, c'est d'autres donc vous comprenez, oui, je pense que le Bénin s'est bonifié progressivement dans cette gestion parce qu'il a su anticiper et donc il ne court pas après les situations, il gère les situations et les attend. Et d'où, vous voyez, on a mis en place un centre d'isolement à l'ADA. Oui. C'est d'isolement de prise en charge. De prise en charge. De prise en charge. Un centre à Parakou, hôpital des armées. Je pense qu'il doit en avoir un autre ailleurs. Donc, et tout ça, on va dire, mais tout ça pour 35 cas déclarés, 18 guéris. Donc, ça veut dire que nous sommes vraiment prêts à appréhender, à gérer la situation, et c'est heureux. Cela dit, est-ce à dire que c'est fini? Non. C'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut pas baisser les bras. Si nous pouvons passer la prochaine semaine également, 100 cas, ce serait extraordinaire. Je vous dis, extraordinaire, parce que là, on avait redouté des cas de contamination communautaire. Après quelques foyers. Voilà. Donc, si c'était heureux que nous passions cette deuxième semaine sans cas. Après le cas qui a coûté la vie aux échelles décès. Ça veut dire simplement que la gestion était bonne à ce niveau-là. Que la niche a été fermée et gérée. Donc, il serait intéressant si nous passons la prochaine semaine sans cas. Je pense que je vous l'ai dit, c'est extraordinaire. Parce qu'en clair, consultant en clair, on aurait quand même passé, on va dire, un siècle de 14 jours où on a carrément le risque de contamination de ces foyers-là qui se multiplient par 0. Oui, déjà pour le cas de la défunte, oui. Le cas de Katakado est pratiquement bouclé. Ensuite, pour les autres, je pense qu'après, il y a eu d'autres cas. Tout à fait. Connus, donc, il va falloir attendre encore une semaine pour pouvoir. Mais bon, cela dit, si des cas se déclaraient, ce ne serait pas faute de bonne gestion. C'est que il y a déjà ceux qui se faufilent dans le pays, ceux qui ont pu échapper au système, ceux qui passent les cordons sans subrepticement en violation des dispositions. Voilà, il y a tous ces cas. Parce qu'on l'a vu sur notre chaîne, il y a quand même des gens qui tentent quand même de défier les systèmes. C'est dommage. Se croyant malins, bien évidemment. C'est dommage, mais les forces de sécurité aussi veillent au grain. Essayent de gérer vaille que vaille, comme il peut, comme on le dit, mais vraiment, je pense qu'il y a une mobilisation générale qui est à saluer. Vous avez parlé de mobilisation, sans doute aussi, c'est elle qui se traduit par ces dons, la solidarité qui commence par s'exprimer et c'est remarquable. N'oubliez pas que sur ces écrans et en ces lieux, Maître Jacques Minga, tout à fait, au nom de la fondation
a offert un chèque en direct, en appelant à la solidarité nationale. Nous vous avions appelé également la solidarité au niveau de télé. J'espère que vous allez réagir, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, où tout le monde, on dirait que ça se bouscule. Ça se bouscule. Donc, Latifou, il faudrait qu'autour de vous, autour de Roui et qui anime le grand soir, j'espère qu'il y aura la bousculade à la télé pour pouvoir appuyer, même symboliquement, l'effort national, l'effort collectif. Cela dit, oui, c'est intéressant, c'est intéressant de constater que chacun se mobilise, effectivement, comme il peut. Ceux qui ont des moyens les donnent, ceux qui ont de peu, ils donnent le peu, ceux qui ont un peu plus donnent un peu plus, ceux qui ont du matériel donnent du matériel, ceux qui ont des vivres. Donc, là également, c'est à saluer et à encourager. Ensuite, il faut veiller à ce que nous puissions nous mobiliser, continuer de nous mobiliser pour bloquer la propagation. Et en cela, je reviens quand même encore sur cette affaire de généralisation de masques. Aujourd'hui, quand je regarde l'Afrique entière, pratiquement, pour ne pas dire le monde, tout le monde est à son cache-nez ou son masque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bénin a quand même encore innové. Et en la matière, on dit le premier pays africain à avoir imposé. J'espère que c'est au niveau de l'Afrique, sinon carrément au niveau au niveau, parce que l'Europe était encore dans le débat de est-ce que c'est les malades et les praticiens. Donc, je pense qu'on n'est plus que le premier pays africain, on est pratiquement le premier. Il y a des États où ça a été spontané, comme à Hong Kong, j'en parlais, comme à où il y a quand même un très bon reportage qui nous ont montré, mais carrément sous nos cieux, entre l'Europe et l'Afrique et l'Amérique, on est quand même un pays extraordinairement en place qui a pu imposer cette affaire, et je pense que les effets se voient déjà. Faut pas qu'on baisse la garde. Voilà. Faut pas baisser la garde, avec notamment aussi, en plus de la bonne gestion au niveau donc de l'État, des initiatives même au niveau donc de la proposition des solutions de traitement. On ne va pas revenir sur Apivérine, mais au niveau quand même de l'innovation, un groupe de jeunes étudiants notamment a mis en place un lavage de mains automatique. Autant d'initiatives qui, là encore, permettent quand même d'être un peu serein dans la lutte. Oui, j'ai vu l'image circuler. Je pense que dans Covid-19, il faut dire d'ailleurs, ils auront de la matière sur ça. Mais écoutez, je pense que cette crise donne des idées, impulse un nouveau dynamisme à certains. C'est ça. Seul ce qui fait mal, très mal, saisir l'homme au plus profond de lui-même et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui. Et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui. Et nous constatons que il y a des énergies qui sont décuplées. Tout à fait. On a vu des Togolais fabriquer, des jeunes Togolais, et de la communication de 3D, fabriquer des respirateurs artificiels. On a vu des Camerounais qui étaient déjà sur une opération de genre, mais là maintenant ils sont renforcés là-dessus et fabriquent des gels, fabriquent beaucoup d'autres choses. On a ici sous nos cieux au Bénin ces jeunes de l'université d'Abomey Calavi en énergie renouvelable dont on a vu le reportage, qui fabriquent ces instruments de lavage des mains automatiques, parce que on le voit, il y en a, ça existe, c'est un infrarouge, c'est un système d'infrarouge qui existe ailleurs, que ce soit en termes de lampes, que ce soit en termes d'alerte, de déclenchement de sonnerie, ou que ce soit en termes de portail, d'ouverture de portail. Donc quand on sent, dès que vous approchez, et ça se sent, il y a un détecteur physique qui déclenche le processus. Et ils ont utilisé toute cette technologie pour avoir ce dispositif de lavage de mains. C'est heureux, c'est bien. Et ça montre que on a des génies en nous. Et il ne faut pas peut-être attendre ce moment-là pour les sortir. Moi, je trouve qu'à partir du moment où ces situations ont révélé ces talents, il faudrait qu'ils poursuivent leur réflexion et surtout leur ingéniosité. Ils développent beaucoup plus leur capacité de production et donc d'invention, d'inventivité. Donc, même après Covid, donc, vous appelez au maintien de la pression des efforts au niveau de la recherche et de la production. D'accord. Il y a dans cette embellie-là quand même une question et même des doutes, si vous voulez.
quand on voit ce qui se passe au Nigeria, au Niger, au Togo, même au Burkina Faso, surtout au Burkina Faso, on se dit, mais quand même, juste 16 cas sur traitement, une semaine, 100 cas, est-ce que l'État ne cache pas des données, l'État ne cache pas des chiffres? Est-ce qu'il y a possibilité pour l'État, dans cette circonstance-là, pour des auréoles, de cacher des cas, des chiffres? Il faut d'abord savoir à quel effet des auréoles. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on aura 50 cas ou 200 cas qu'on n'aura pas les auréoles. Le problème n'est pas avoir des cas. Le problème, c'est comment gérer les cas. Le problème, c'est comment faire en sorte de réduire autant que ça se peut le nombre de décès. Ce n'est pas la propagation qui a le problème. En fait, c'est les effets qui sont observés finalement sur les malades. Tout à fait. Sinon, quand on parle de respirateur artificiel, ce n'est que l'usage final. Sinon, il y a un certain nombre de protocoles de gestion qui est en place et qui marche. Donc, même avec 200 cas, l'État n'aurait pas mal géré. Je vous ai dit, l'État s'est anticipé l'équipement. Mais le ministre a réceptionné 2000 kits de détection, en disant que c'est un premier lot d'un ensemble qui a été commandé. Ça veut dire qu'il y a des initiatives qui sont en cours. Donc, ce qui est à saluer, ce n'est pas le fait qu'il y ait des cas, ou qu'il n'y ait pas de cas. S'il n'y a pas de cas, on se réjouit que les mesures portent. S'il y a d'autres cas, il faut voir si les mesures ne vont pas être réorientées ici ou là. Donc, en la matière, le gouvernement n'a aucun intérêt à cacher des chiffres. Pas du tout. Parce que c'est lui-même le gouvernement qui va gérer, qui gère. En cachant des cas, c'est qu'il cache des données, c'est qu'il cache des potentiels porteurs et couvre les chances d'une gravité de la situation. Il n'y a pas un seul pourcentage pour que le gouvernement se donne cette latitude de cacher. Et la manière dont c'est géré, la manière dont c'est... Vous connaissez dans ce pays quand même que rien ne se cache. Que même il y a toujours des gens qui sont prêts à lâcher. Donc, en la matière, il n'y a même pas de doute. Je pense qu'il ne faut même pas imaginer un tel cas de figure. Et au niveau interne, bien évidemment, consultants, observateurs et autres analystes parlent d'une bonne gestion, on peut discuter parce que, on va dire, l'objectivité. Mais là, il y a quand même quelques situations où le Bénin a été cité en exemple, les colonnes de Jeune Afrique, mais surtout au Don Valley, ce philanthrope-là qui, sur les plateaux de la chaîne française, quand même CNews, a comparé la gestion française à la gestion béninoise. Là encore, salut, on va dire, la mécanique béninoise. Oui, j'ai déjà eu à intervenir là-dessus. Je pense que ça fait plaisir d'abord qu'on reconnaisse quand même l'efficacité de ce qui est fait ici au Bénin. Et beaucoup pensaient que le gouvernement béninois allait agir comme tous les autres. Le gouvernement béninois a analysé sa propre situation et a agi comme devrait agir un bon père de famille qui connaît la situation dans sa maison, qui connaît ses enfants, qui connaît sa famille, qui connaît la configuration de sa famille, qui connaît les particularités de sa famille et agir en conséquence. Je pense que le Bénin utilise une mécanique adapté à sa situation. Le chef de l'État, dans sa sortie, toute récente, a été clair. Il a montré pourquoi le gouvernement allait dans tel sens et non dans tel autre. Et ça, je pense que la bonne logique est suivie et c'est heureux. Voilà. Bonne logique suivie, bien évidemment, avec les résultats, en tout cas pour l'instant, qui tiennent jusqu'ici. Et là, il y a quand même l'autre aspect, c'est que malgré la crainte de Covid-19, malgré les menaces de Covid-19, il y a quand même un processus qui est en cours. L'élection, on en a déjà parlé. Mais les détails se sont ajoutés, notamment les conditions d'organisation de la campagne. On n'aura pas de foule, les médias auront du boulot avec les acteurs politiques. Justement, c'était au nom des foules à maîtriser que je pensais que ces élections avaient plus de chances d'être reportées. Mais là encore, vous savez, comme je dis toujours, un analyste, un chroniqueur, il pense, il réfléchit seul. Et un gouvernement, c'est une équipe. C'est tout et quand toutes les institutions de la République se retrouvent autour du chef de l'État, même si ce n'est pas vidéoconférence, quand toutes ces célébrités, ces personnalités, ces énergies s'unissent, c'est pour aller encore plus grand, plus haut.
et sortir des décisions encore mieux concertées. Alors donc, en décidant de maintenir les élections au 17 mars, au 17 mai, la question est de savoir comment la campagne allait se faire. C'était le grand problème. C'est pas le vote lui-même. Le vote en lui-même, il n'y a pas de suffit d'observer certain de... Mais comment la campagne électorale allait se faire? Ouais, et la question est réglée. On imaginait quand même des stades pleins. Comment tout ça allait se gérer? Ou des véhicules qui circulent avec plein de monde, de foule. Là, aujourd'hui, c'est réglé. La question est réglée aujourd'hui. Et donc, la campagne sera beaucoup plus médiatique. Il y aura les autres sans même pas de porte-à-porte. Il y aura les autres formes de campagne. Sans doute les crières publiques. Tout à fait. Les mégaphones. Tout ça. Voilà. Donc, le mode de campagne, la méthodologie a été donnée. Et je pense que le Mali, également, n'a pas arrêté ces élections. Ces élections législatives sont maintenues. Donc, campagne par les médias, ça devient alors quelque chose de nouveau, d'insolite, d'inédit. Mais les circonstances l'obligent et voilà, ça va se faire. C'est vrai qu'on s'interroge quand même, un consultant média, juste les médias, les radios, les télévisions, certes, mais peut-être aussi, et sans doute même, les réseaux sociaux. Tout ça, quel goût cette élection aura, c'est une interrogation. Sans doute, le consultant aussi se la pose. Non, pas du tout. Je pense que c'est réglé. Alors, dès qu'on a dit que c'est essentiellement médiatique, on voit, aujourd'hui, il y a plus de facilité à utiliser les médias électriques qu'on aurait il y a 20 ans, qu'on n'aura pas il y a 20 ans. Donc, faire campagne, et quelle campagne encore? Campagne de proximité, même avec une convergence nationale, quand même, campagne de proximité, c'est des campagnes d'arrondissement. C'est arrondissement, donc c'est pas... Même dans Cotonou, mon message de campagne n'est pas, si je suis candidat au 8e, n'est pas le même que le candidat du 7e. Parce que je n'ai pas les mêmes cibles, je n'ai pas les mêmes défis. Les arrondissements qui gèrent la partie de la crise de Cotonou, par exemple, n'ont pas les mêmes défis à relever que les arrondissements qui sont en terre ferme. Un arrondissement comme le 12e qui abrite carrément un pôle administratif important dont la présidence de la République, le CNH Bamaga, n'a pas le même problème à gérer qu'un arrondissement qui est au premier arrondissement de l'autre côté là-bas avec les tas d'ordures. Donc, voilà la situation en clair, telle qu'elle se pose. Donc, c'est une campagne d'arrondissement. De proximité. Et donc, le problème ne se pose pas dans l'absolu. À partir du moment où les institutions l'ont décidé, à partir du moment où la Sénat l'a conceptualisé, à partir du moment où les partis politiques consultés l'ont accepté, je pense que le mécanisme est en place. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça va se dérouler. Je pense que la HAC est à la manœuvre pour trouver le mécanisme approprié pour le faire. La loi, le code électoral charge la HAC de gérer le volet médiatique de la campagne. Je pense que, contrairement aux autres années, cette HAC a peut-être une chance de gérer cette situation insolite et inédite. Parce que là, les médias... Elle a une chance, comme elle a de gros défis à relever à la fois. C'est une chance, parce que lorsque vous avez des situations comme ça, ça vous permet de vous, je vous ai dit, vous décupler, votre raison d'être. Vous avez encore une fois l'occasion de montrer l'étendue de votre art. Donc, je pense que c'est une chance, mais en même temps, c'est un gros défi. Parce qu'on a quand même plus de 500 arrondissements. Tout à fait. Et donc, il faut gérer tout ça, c'est pas facile. Voilà. Donc, 5 partis, c'est vrai. Mais des messages à faire dans les médias de service public, maintenant dans les médias privés. Radio comme télévision, près d'une centaine de radios. C'est pas facile. Les journaux, les médias en ligne, ça sera bien évidemment compliqué. Même si quand le scrutin avait été maintenu, l'une des questions c'était quand même le risque d'un taux toujours en baissière. On espère que ça ne va pas, on va dire, encore être maintenu, ce taux-là en baissière comme l'élection dernière. Non, il ne faut pas comparer la situation d'aujourd'hui avec l'élection dernière. L'élection dernière, il y avait toute une ambiance créée par ceux qui ne voulaient pas que les élections se tiennent. La peur qu'on a ingérée dans les populations, un certain nombre de situations, les menaces, les violences, tout ça a contribué. Et puis après, on a estimé que l'élection n'était pas pluraliste, que c'était un match amical. Donc, tout ça n'a pas contribué à
à faire bouger les populations. Donc, c'est pas la même chose aujourd'hui. Même si les élections locales, donc municipales ou communales, les élections communales, n'ont pas vocation à drainer absolument les foules, bon, je pense qu'il n'y a pas à craindre. Le taux de participation va dépasser nettement ce qui avait été fait lors des législatives. Cela dit, ne nous leurrons pas. À partir du moment où les mégaphones sont autorisés, mais il y aura de l'animation. Il y aura de l'animation. Il y aura de l'animation. On n'a pas interdit aux gens de rester dans leur balcon, sur leur balcon pour regarder les parties. Il y aura de l'animation sans foule. Exactement. Il y aura de l'animation sans foule. Mais l'animation, elle interne, elle a une bonne musique, de bons messages qui passent, des affiches. Il y aura des affiches. Tout à fait. Les affiches vont défiler sur les réseaux sociaux. Ça va défiler de fora en fora. Les gens doivent doubler d'ingéniosité. Les messages, donc, il y a de la matière. C'est que cette matière a été simplement remplacée par une autre. C'est-à-dire qu'elle est réorientée. Donc, ça va se faire chacun même dans son intimité, dans sa chambre, son Android en main, il participe à la campagne. C'est quand même extraordinaire, non? Rien que même dans votre chambre à coucher, ceux qui sont malheureusement cloués à leur lit, ils n'auront pas perdu grand-chose. Comme ceux qui sont en mobilité. C'est aussi une manière de positiver l'affaire. Voilà, parmi les éléments, donc, les motivations même de la réforme du système partisan, c'est, on va dire, rendre la politique indépendante de l'argent. Est-ce que, justement, quand vous parlez de remplacement de canaux, quand on parle quand même de changement de situation comme celle-là, on n'a pas aujourd'hui une mesure pour évaluer quand même, on va dire, l'effet du retrait de l'argent dans le système partisan? Non. Pas vraiment. Non, je ne pense pas que ce soit quelque chose de pertinent à l'étape actuelle. Non, il nous faut du temps avant de faire cette évaluation. Oui, il faut du temps parce que d'abord l'élection c'est de l'argent. Déjà. La campagne c'est de l'argent. Mais serait-ce que la logistique? C'est pour ça que l'État plafonne, on plafonne. Avec la Cour des comptes qui va prendre bientôt le relais, je pense que ça doit aller. Une Cour des comptes fonctionnelle avec du personnel, avec des moyens. Et je pense qu'elle sera beaucoup plus à même d'analyser et donc de régler les cas de gens. Non, je ne pense pas que ce soit encore... Enfin, c'est pas encore le moment, à mon avis. Cette élection, donc, si elle s'impose et s'échappe aux contraintes de Covid-19, il y a une menace. Arusha, Tanzanie, la Cour, donc, des droits de l'homme et des peuples, qui somme l'État béninois d'arrêter pour l'instant le processus électoral. Est-ce qu'on est en passe, on va dire, de connaître une pause dans ce processus en cours? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas et je ne me suis jamais rappelé, j'ai une culture limitée sans doute, qu'une cour a vocation à empêcher les élections de se tenir dans un pays. Une cour communautaire ou régionale. Je ne me rappelle pas la fonction constitutionnelle, de juge constitutionnel de la Cour africaine des droits de l'homme. Je ne me rappelle pas. Donc, s'il y a problème, si elle est saisie... Comme je dis, j'ai vocation peut-être à ne pas avoir une culture large en la matière. Je ne suis pas spécial du droit international, mais il me semble qu'il n'appartient pas à la Cour des droits de l'homme d'empêcher un processus électoral dans un pays qui a son organisation, qui a sa législation, qui a ses institutions, et qui a le devoir, et qui est un pays qui seul est souverain pour décider de ses institutions et de leur fréquence, de respecter les échéances, respecter les échéances constitutionnelles, qui fait partie des règles élémentaires au niveau communautaire également. Et la CEDEAO, par exemple, donc, qui est un peu le relais de l'Union africaine dans la zone économique régionale, voilà. Donc, cette CEDEAO, déjà veille à ce que nous respectons, que les échéances soient respectées, que les mandats soient... sur la régularité des processus. Que les mandats soient respectés. Je ne pense pas que sur le cas d'un individu ou d'un parti politique, c'est aussi important pour qu'on puisse être amené
à arrêter un processus électoral parce qu'un citoyen ou un parti politique s'est plaint. Je ne pense pas, je trouve ça inopportun. Je ne trouve pas ça correct, je ne trouve pas ça pertinent. C'est inopportun. Et ce parti ou cet individu devrait pouvoir être au-dessus de la mêlée en se disant, au nom de l'État et de mon patriotisme, je dois laisser les élections se dérouler dans mon pays, même si je sens que je suis lésé. Je continue mon combat. C'est prétentieux, à mon avis, c'est manquer de minimum quand même, à mon avis, d'humilité, exactement ça, de ne pas faire ça et de laisser ce que nous lisons un peu partout là. Même quand on se sent lésé, vous dites, même quand on voit des problèmes qui peuvent quand même, avec un peu de temps, être réglés, arrêter le processus, les régler d'abord, c'est... Vous savez, la raison nationale, la question patriotique est une question, la question civique et patriotique est une question d'adhésion à des idéaux. C'est une question d'adhésion à des idéaux. Que dire des soldats qui vont sur le front et qui perdent leur vie? Pourquoi ne disent pas, mais moi, ma vie est plus chère, ah, j'ai mes parents? Quand même, nous mettons nos soldats sur des fronts. Nous voyons des policiers. Des fronts qui ne nous concernent pas. Voilà, nous voyons des policiers déployés dans la ville. Ils réglementent la circulation. On a toujours peur, on a peur. On voit aujourd'hui des médecins, des agents de santé sur le front de Covid. Il y en a beaucoup pendant Ebola, heureusement c'est pas ici, on a attrapé la maladie parce qu'ils soignaient des gens d'Ebola. Ça c'était au Libéria à l'époque. Donc, il y a des risques que les gens prennent au nom de l'État. Au nom du bien collectif. De l'intérêt général. Alors, quand vous voyez ces cas, on me dit, bon voilà, parce que quelqu'un se sent lésé, parce que son parti serait lésé, un parti qui n'existe pas dans le cadre donc de la réforme du système partisan. Donc, parce que quelqu'un pense que son futur parti doit aller aux élections, on en arrive à ces... On a vu les échanges, on a vu tout ça, c'est flou. Et parce que c'est flou, nous on va attendre d'abord nos élections, on va attendre. Et quand il plairait à la Cour, par exemple, de débouter peut-être le plaignant, on peut continuer. On va dire, bon voilà, écoutez, basta, plus rien, continuer, il n'y a rien, circuler. C'est peut-être aussi pour l'État un moyen, si ça arriverait, de prouver la qualité de sa démarche. La qualité de la démarche de qui? De l'État. L'État fait quelle démarche? Bon, je parle de démarche dans le sens des réformes au niveau politique. Mais l'État répond. L'État répond, l'État répond à la Cour, l'État joue sa partition. Mais allez à nous demander de ne pas faire les élections quand même, vous aussi. Non, quand même. En tout cas, jeunesse souveraineté, est-ce qu'il appartient, est-ce qu'il adviendrait à l'Union européenne ou à la Cour européenne des droits de l'homme d'interdire les élections dans un État communautaire? Vous pensez ça? Non. Non. Ils peuvent faire des directives. Ils peuvent aménager certaines décisions. Mais ils ne peuvent pas dire de faire dans les directions. Ils ne peuvent pas faire cette injonction. Ils ne peuvent pas organiser des élections. Si les conditions de participation aux élections sont réunies, s'il n'y a pas un risque pour l'électeur, alors aujourd'hui, avec Covid-19, le risque est beaucoup plus au niveau de santé. Les organes en charge vont prendre les dispositions. Ce n'est que ça le problème. Mais si c'est pour satisfaire un citoyen ou son futur parti, je trouve qu'il y a quelque chose qui sonne très mal, à mon avis. Maintenant, si le gouvernement décide de respecter ça, bon, vous savez, comme je dis, le conseiller n'est pas le payeur. Il a dit qu'un chroniqueur ou un consultant, il analyse à son niveau. Donc, si on lui demandait son avis, c'est ce qu'il dit publiquement. Après, c'est pas lui qui prend les décisions. Oui. Donc, le président prend les décisions à une régie voilà, donc, plus large. Lui, il avisera. Mais je trouve ça quand même pas décent. Je trouve pas décent. D'arrêter tout. De demander qu'on arrête tout. Ou de cautionner cette quête. De cautionner cette quête. Il y a quelque chose qui tourne, qui ne marche pas. Et c'est Daoméen, c'est Béninois. C'est-à-dire que on est habitué à dire, ça passe ou ça casse. Soit c'est moi, soit c'est rien. Et ça, ce n'est pas d'hier. Il me semble que le Daoméen, même devenu Béninois, n'a pas cette mutation psychopatriotique, n'a pas réussi à prendre possession
du Darbin, qui est devenu béninois et qui vit en 2020. On a l'impression que nous vivons en 2020 comme nous vivions en 1940. C'est-à-dire avec nos égos surdimensionnés et nos propensions à penser que la chose collective peut se limiter à nous, à notre seule personne, une personne qui n'existe qu'à titre précaire. Vous le savez bien, que chaque jour que Dieu fait, nos cellules meurent, nous nous rapprochons de notre tombe, on le sait bien, et que quelques années après, il faut quitter la scène totalement sans même que les gens se rendent compte. Bon, donc, et après, d'autres qui sont là. Le drame, c'est que d'autres arrivent, et porteurs peut-être d'autres tas, et on continue un peu avec les mêmes cycles. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Moi, je trouve que le Bénin est en marche vers la modernisation. Le Bénin est en marche vers la modernité. Le Bénin est en marche vers son futur. Il y a des forces rétrogrades qui le tirent vers le bas. Ces forces doivent être combattues et sérieusement combattues. Ce que les gens appellent la démocratie ne peut pas s'enliser et devenir le désordre unipersonnel où chacun pense qu'il peut se lever et dire et faire ce qu'il veut faire au nom d'une certaine démocratie. Les nations démocratiques même ne se sont pas bâties dans le désordre avant que l'idéal démocratique puisse naître, se renforcer, se bonifier. Il a fallu que des gens travaillent avec beaucoup de sérieux. Il a fallu que les gens, les lois, le code de Napoléon date des années du 19e siècle. Et c'est déjà ça, la question de la réglementation des actes entre individus, code civil, entre la question pénale et au niveau des échanges commerciaux. Donc, tout ça a fallu être réglementé. Mais l'État, en tant que structure de gestion des dynamiques communautaires, a aussi un regard de régulateur. Et en la matière, à un moment où l'État doit agir au nom de tous, l'individu doit apprendre à disparaître un peu. Or, nous pensons que l'individu est tellement important. Qu'il peut se dresser. Nous sommes importants, c'est vrai. Nous sommes importants. Chaque vie est importante. Chaque personne est importante. Mais face à l'État, garant de l'intérêt général ou de l'intérêt collectif, je pense que l'individu, quand c'est le groupe, l'individu, notre ego, notre moi doit se rétrécir. Et c'est ce rétrécissement qu'on n'a pas appris à avoir. Et donc, cette quête de différer les élections du 17 mai, si ce n'est pas pour raison Covid, ou si ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, je pense que franchement, c'est indécent comme quête, à mon avis. C'est une quête indécente. Et ça n'a rien à voir avec le combat des droits de l'homme, du tout, du tout. Elle semble très politique, très politique, très partisan, et elle n'est pas normale. J'ai une question provocatrice, si je la laisse d'abord, et je pose celle-là. S'il advenait, bien évidemment, parce qu'il faut le rappeler, vous l'avez dit, l'État a deux possibilités, respecter, donc sur soi, ou foncer, avancer. Donc, s'il arrivait que l'État avance, comme cela se pressent, les conséquences... non, je ne sais pas, ça se présente pas. Parce qu'il y a encore, les institutions de la République, si vous voulez, étaient, enfin, je veux dire la Sénat et la HAC. Non, la Sénat et la HAC sont des organes qui fonctionnent. La HAC est une institution, la Sénat est un organe. Eux, ils fonctionnent normalement, mais le gouvernement n'a pas encore donné son avis. Et c'est le gouvernement qui convoque le corps électoral, le chef d'État qui convoque le corps électoral. Il peut toujours dire, nous allons arrêter. Ça, au nom de la décision de la Cour, ça, c'est l'avis. On observe jusqu'à maintenant. Voilà, il ne nous appartient pas ici de prédire. Voilà. Donc, on observe alors. Cela dit, comme je dis, ce que les avis émis ici sont c'est le consultant qui n'a qu'une régie plus réduite. Malgré quand même les éléments d'analyse dont il dispose, il ne prend pas les décisions. Tout à fait. Conseiller, pas payeur, comme vous dites. Le conseiller n'est pas le payeur. Alors, la question quand même, s'il arrivait que l'État, on va dire, ne sursoit pas, les conséquences face à un refus d'une décision. Aucune conséquence. C'est une cour quand même communautaire. Aucune conséquence. Non, aucune. On va dire que le Bénin n'a pas, ils n'ont qu'à donner leur décision. Quand ils vont donner leur décision, l'État peut regarder. S'il faut remettre quelqu'un dans ses droits, ils le feront. L'État a corrigé beaucoup de choses.
qui ressort de cette cour-là, déjà, on a la criette avec la deuxième chambre, enfin, la possibilité... Le second degré, tout à fait. De second degré, c'est déjà... L'État a corrigé. L'État est au respect des institutions communautaires. L'État a décelé plusieurs fois, aussi bien aux injonctions des institutions communautaires, tant que cela reste dans les limites de leurs compétences et de la décence aussi. Parce que la décence, c'est que les gens aillent chercher des droits qu'ils n'ont pas absolument ou forcément. Ensuite, l'État est garant de l'intérêt général au niveau du territoire bénin. Et donc, en la matière, est-ce que ne pas organiser les élections est une condition importante pour que les droits du demandeur soient respectés? Est-ce que le Bénin s'arrête aux élections de 2019 ou de 2020? Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut proposer? Donc c'est un peu ça. Lorsque je saisis le tribunal, parce que mes droits sont lésés, est-ce que en droit administratif, ou en droit commercial, est-ce que on arrête le fonctionnement de l'entreprise, d'une entreprise ou bien de l'État? On n'arrête pas. En droit administratif, si je saisis l'autorité, qui est la chambre administrative, par exemple, pour abus d'autorité, par exemple, pour abus de fonction, sur un acte personnel, ça n'arrête pas l'État. L'État continue. Si on doit me nommer, on ne me nomme pas, je saisis. L'État se poursuit. Donc, jusqu'au moment où l'instance donne sa décision. C'est ça. Et réparation peut... S'il peut y avoir réparation. Dans le cas d'espèce, c'est le droit communautaire, c'est vrai. Il y a des moments où, en termes de droit communautaire, je pense que la Constitution a prévu les degrés, les cas où le droit communautaire s'impose, prend possession. Mais il se fait que le chef de l'État est aussi le garant de l'ordre constitutionnel, de la paix, de la sécurité. Il se fait aussi que la notion de raison d'État existe. La raison d'État. Et au nom de la raison d'État, je ne sais pas ce qu'on peut évoquer, mais je sais qu'il y a la notion de raison d'État. Et en la matière, est-ce qu'il faut laisser les élections ou non, parce que quelqu'un a estimé que son droit est lésé ou que son futur parti. Voilà la question. Quand on se pose, on dit, même si la Cour elle a pris une instance mondiale au nom de la raison d'État, on peut estimer que ce cas-là ne suffit pas pour arrêter. Ça n'empêche pas que la Cour n'a pas encore décidé dans le fond. Tout à fait. Donc, du coup, elle a qu'à continuer son travail et laisser nos institutions se dérouler. Quand elle aura décidé si quelqu'un est lésé, la Cour peut demander ce qu'il faut lui faire. Mais il me faut qu'au nom de la raison d'État, on peut continuer dans les élections tranquillement. Et quand la Cour aura décidé dans le fond, on serait rentré dans le fond du dossier et aurait décidé, notre gouvernement saura ce qu'il en est. Si il est condamné, il saura. Si on nous donne acte que si le monsieur est renvoyé à ses dépens, on aura gagné du temps. On aura gagné du temps. Alors, voilà. La question indécente, non, provocatrice, c'est quand même pourquoi toujours Arusha, pourquoi toujours la Tanzanie, pourquoi toujours la CHDP, collision possible entre des institutions comme ça et des personnes? Bon, là encore, c'est trop sensible votre question, c'est vrai. Elle est provocatrice, je l'ai annoncé. Oui. D'abord, pourquoi toujours? Oui, toujours. Parce que le siège est là-bas. Oui. Bon, donc ça, au moins, c'est réglé. Oui, ça, c'est réglé. Mais pourquoi le même président? Parce que c'est Arusha abrite la Cour africaine. Oui. Bien. Que la Cour africaine a été instituée pour ça connaît un certain nombre de cas dont nous parlons. Ma question, c'est pourquoi ce plaignant à Javon va toujours là-bas? Ça, c'est aussi. Oui, c'est son droit. Il a dit qu'il aurait pu apprendre, c'est son droit. C'est son droit. Quand je me sens lésé, je vais vers les juridictions. C'est normal d'aller vers les juridictions. Mais au même moment, vous savez, moi j'aurais bien aimé que les gens disent, quand même à certains, moi je ne me focalise pas sur M. Adjavon particulièrement, mais quand vous avez des problèmes avec votre justice, il faut quitter le pays. En disant que bon voilà, ma vie est en danger, c'est trop facile. Et les petites gens qui affrontent les juridictions, la police, les juridictions tous les jours, eux n'ont pas les moyens de s'enfuir, ni de communiquer dans les médias internationaux, ni de flirter avec des personnalités à des niveaux élevés, ni
d'avoir des collusions. Les collusions sont possibles. On ne peut pas dire non. C'est des hommes qui intriguent. C'est des hommes. Et tout ça se gère de personne en personne. Donc, le problème ne se pose pas. Les collusions sont possibles. Mais le problème qui se pose, c'est que moi, je ne vais pas dire qu'il y a collusion à la matière. Non. Mais les collusions sont possibles. Mais les petits gens n'ont pas cette chance. Et il faudrait que, au nom de l'égalité de tous, que parfois on dit aux gens, mais allez, répondez de ce qu'on vous devez répondre de ce qu'on vous reproche. Allez devant. Quand on dit je ne reconnais pas les juridictions, c'est grave. Et donc si un individu dit je ne reconnais pas les juridictions de son pays, l'État peut dire bon ok. Je ne reconnais pas. J'aime mieux à faire que d'écouter des. Donc il ne reconnaît pas les juridictions de son pays, mais il va vers des instances internationales et veut que notre État en institution supra, par exemple, agisse. Et reconnaisse. Oui, l'État fait l'effort. Je pense que notre État fait beaucoup d'efforts en la matière. Vous savez, la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est de salir l'image. C'est de montrer que le Bénin ne respecte pas les droits de l'homme. Ni plus ni moins. C'est de faire en sorte que les rapports qui sont meilleurs depuis l'arrivée du président Talon, à bien des égards, que ces rapports soient noirs, qu'on montre que sous Talon, les droits de l'homme ne sont pas respectés. C'est ça, en fait, la finalité. Donc, on crée des situations pour en arriver à l'attention. Mais je pense que ce qui compte dans un État, c'est le bien-être des populations, c'est la paix sociale. Et organiser des élections aussi est signe de paix. Regardez, aujourd'hui, quand on regarde les conseils municipaux communaux qui existent, ils ne dérangent pas l'État. La plupart sont de la majorité. Tout au moins, la plupart soutiennent. Donc le gouvernement peut dire, oui, ça m'arrange, ok, moi je laisse ces élections. On laisse couler. Mais et les moyens qu'on a déployés, qui va financer? La Sénat est en branle depuis, et dépense des moyens. Les institutions, la RAC est en mouvement, dépense des moyens. La Cour suprême dépense des moyens. Les forces de sécurité. Donc, qui va payer la note? Voilà de quoi on parle. Donc, pour moi, il faut que... C'est pour ça que je dis, nous sommes un État souverain. Et la raison de l'État seule suffit pour régler cette question. Et d'ailleurs, il n'y a même pas d'abus là. L'abus, c'est que au nom d'un individu, ou de son prétendu parti à naître, qu'on suspende les élections et qu'on attende une hypothétique décision. C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas encore la décision. Qui peut prendre son temps. Qui peut prendre son temps. Et qui va finir par... on ne sait même pas l'issue. Alors donc, un État ne peut pas vivre dans ça. Non. Mettre entre parenthèses... un État ne peut pas vivre dans ça. En tout cas, pour moi, honnêtement, il n'y a pas lieu de se laisser distraire. Pour moi, il y a question simplement que l'État continue d'échanger avec, comme il fait, avec la Cour, pour aller au fond du dossier. Et qu'en attendant, nous continuons de faire nos élections. Voilà. Pas de parenthèse donc de notre décentralisation et d'un très bon processus qui est en cours depuis un bon moment. Alors, une question sans doute pour sortir de cette émission, sujet brièvement vous avoir là-dessus, c'est quand même l'aile yaïste entre guillemets des FCBE qui quand même à travers une déclaration, une sortie jeudi dernier, ont promis un parti fort de l'opposition pour non seulement déranger, mais bousculer la mouvance, mais surtout proposer l'alternative. La qualité de ceux qui, on va dire, sont pressentis par rapport à cette opposition-là, un mot. Non, moi je suis d'abord, ça clarifie au moins les choses. Chacun devient à sa place. Parce qu'il n'y a pas de bataille. Moi, quand on dit l'aile, il n'y a pas d'aile. Aujourd'hui, on a un parti. Comme je disais tout à l'heure, il dit. Ça fera un autre parti de l'opposition. Ça peut être un autre parti, puis ça peut être l'autre. Donc, j'ai dit ici un peu plus d'un an, quand les autres ont eu leur ressources, que le Graal, c'est de leur côté. Les autres qui parlent là, c'est deux choses l'une. Soit ils s'alignent, soit ils partent créer leur truc. Et donc, quand ils vont créer là, est-ce qu'ils vont déroger aux injonctions du ministère de l'Intérieur? S'ils vont déroger, donc ils reviennent. Donc, s'ils vont déroger, il va falloir qu'ils se disent aussi traîtres.
Parce que c'est eux qui ont joué les autres de traître. Quand les autres ont eu. Donc si eux, ils peuvent créer aussi et respecter les normes administratives dont on avait parlé, parce qu'ils auraient dû dissoudre le FCBE à l'époque. Et, enfin, faire un autre congrès. Comme ils se préparent à créer, ils auraient dû le faire. Même avant la législative. Même avant la législative. Vous dites que s'ils créent on va dire, en s'attelant à respecter les normes et les exigences, ils deviennent traîtres. Comme ceux. Puisque c'est eux qui ont dit que les autres ont vendu le parti, sont des traîtres, parce qu'ils ont eu le récépissé. Ça veut dire que parce que les autres disent, ah, nous, on ne peut pas avoir le récépissé sans déroger aux exigences du ministère de l'Intérieur. Donc, si eux-mêmes peuvent créer et avoir un récépissé, ça veut dire qu'ils font comme les autres. Ils sont en passe de devenir traîtres. Donc, c'est ça la première notion. Je pense que les gens ont leur agenda personnel privé qui déroule. Donc, personne n'a de morale à faire à l'autre. Je pense qu'ils ont compris ça maintenant à leur dépens. C'est bon, il n'est jamais trop tard pour comprendre, c'est bien. Hein? Surtout pour les adultes. Puis maintenant, ils veulent faire de l'opposition constructive, c'est bien. Moi, je serais heureux qu'on partage des débats avec eux. Parce que ce dont on a besoin, c'est des propositions alternatives. Nul ne veut vérifier dans le monolithisme. Mais quand la proposition alternative, c'est des injures, vous comprenez qu'on ne peut pas. Nous, on doit respecter les institutions, que l'État s'est libre, dont l'État s'est librement doté. Et c'est ça, on n'est pas à la personnalisation. Donc, qui veut faire de l'opposition constructive? Enfin, il n'y a même pas de l'opposition constructive. Soit ils font un parti, ils animent, ils proposent des alternatives, des propositions alternatives, des différentes manières de gouverner. Pourquoi pas? Je pense qu'ils seront les bienvenus. Maintenant, si c'est pour injurier, ne pas reconnaître, choisir les juridictions qui vont reconnaître dans l'État, je pense qu'ils sont dans la loi. Donc, à la matière, on ne peut pas les prendre au sérieux. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà. Donc, pour moi, bonne arrivée à eux. Je pense que ça clarifie tout. Est-ce qu'il faut voir l'ancien chef de l'État qui, quand même, a été le premier à, on va dire, annoncer son départ de sa présidence d'honneur avant que les autres ne suivent? Est-ce qu'il faut le voir au centre, au cœur de tout ça? Il a toujours été au cœur. Il a toujours été au cœur, hélas. Il a toujours été, hélas, au cœur de tout ça. Il n'a pas su fédérer sa famille. Il n'a pas su fédérer. Il a pris position dans un camp. Je dis, pour moi, ça restera toujours deux scènes, hein, de Yaïboni ou trois, qui resteront quand même comme des mots de son fonctionnement qui m'ont dépité totalement et qui sont décevants, enfin, à la limite incompréhensibles. 1. Les pleurs de Jeffa. 2. La violation de la loi, les défis à l'État en sortant ou en plein marché, alors qu'il y a des réglementations. Tout ça, quand on est des chefs d'État, ces choses sont bizarres. Et 3, lorsqu'on dit les gens tentent de trouver un accord au Parlement et après on demande qu'ils renoncent à ça. Quand vous avez ces choses, alors vous ne pouvez pas imaginer, tout scénario est jouable. Après, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé pendant les élections, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé à Kadjaou. Je ne peux pas parler, il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'ancien président, si on rentre dedans, il y a quand même son nom qui est cité ici et là. Donc, ce n'est pas normal. Il y a tout récemment la situation même du parti, sa démission fracassante, tout ça. Donc la veille d'un processus. Si bon, maintenant il est dans son camp. Donc c'est bien. S'il a envie d'être actif, bon, je pense que la loi n'a pas interdit. Maintenant, s'il crée son parti aujourd'hui, parce que j'ai entendu plein de choses, on dit que son parti, non, la FCBE n'a jamais été son parti au départ. Comme je dis, c'est une alliance de partis comme l'UBF a pu l'être. La Mousso ne dit pas que l'UBF c'est pour créer le coup. À Diou ne dit pas que l'UBF c'est créer le coup, c'est un ensemble. Tout comme le FCBE et les pères fondateurs du FCBE sont tous à l'UP ou au BR aujourd'hui. Comme je le dis. Ceux qui sont là aujourd'hui là ne sont pas les pères fondateurs. Les pères fondateurs, c'est les Sakalafia. Hein? Ils sont pas là. C'est les Yahweh. C'est les Nago aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que FCBE lui a appartenu. Maintenant, il a quitté le pouvoir. Il crée son parti. Contrairement au... Voilà, il crée son parti. Ça fait son parti à lui. Et là, il va animer et nous allons voir. Comme je vous l'ai dit, si ça vous fait des propositions alternatives, ça va renforcer la gouvernance locale, la gouvernance au niveau du pays. Et ce serait le bienvenu. Si on demandait au consultant de nous faire son résumé, sa conclusion à lui, conclusion partielle de ces sujets-là, parce que ça reste des sujets ouverts quand même, on y arrivera, on y reviendra sans doute même demain déjà. Pour moi, le Bénin avance.
Je veux garder l'espoir que nous allons finir la semaine prochaine sans cas. Ce serait tellement intéressant. Parce que je sais qu'on aura d'autres cas de guérison. Mais je voudrais avoir gardé cet espoir bien. Mais si on avait d'autres cas, bon, c'est pas un problème. Mais bon, ça, c'est d'abord nous inviter à continuer à respecter les règles d'hygiène, les règles sanitaires, le cordon et autres. Ensuite, la campagne, moi, au départ, là maintenant, je sais un peu comment ça va fonctionner. Il n'y a que la campagne médiatique. Il y a une forme déjà. Et là, il y a la manœuvre. Espérons simplement que tous les acteurs jouent bien le jeu pour que nous rentrions également dans l'histoire par ce côté-là également. Et enfin, pour moi, il y a Arusha, les droits de l'homme, tout ça c'est bien. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, nous tous. Mais pour moi, j'ai appris aussi que lorsque l'intérêt général est en cause, un individu peut se soustraire. Même pas peu, doit se soustraire. Ça ne veut pas dire qu'il est con ou bête. Il prend date pour autre occasion. Donc c'est ce que moi je connais, c'est ce que j'ai appris. J'espère bien que notre État ne va pas perdre son temps et les moyens qui ont été déployés aujourd'hui à accepter cette injonction et que nous allons continuer le processus. Sauf si d'autres situations venaient à nous empêcher de faire ces élections. Sinon, celle-là ne me paraît pas personnellement pertinente. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Mafolican, de votre présence de ce jour comme celle de tous les dimanches et d'ailleurs de celles qui sont nombreuses en semaine. Amis téléspectateurs, prenez déjà le rendez-vous demain en matinée ou en soirée. Vous pouvez croiser sur vos écrans notre consultant quand l'actualité en tout cas force sa présence. Il répond toujours. Bel après-midi ou bonne suite d'après-midi à vous. Juste après nous. Il y a le journal. Juste après nous, bien évidemment. Il y a le service de l'information qui s'installe pour le journal. Et les cours. Et les cours aussi. Oui, l'école chez vous à partir de 14 h. Tout ceci pour vous, amis téléspectateurs. À la prochaine.